Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Soyez heureux de découvrir ou de redécouvrir et d'accueillir Philippe David. Oh, et de vous accueillir aussi, Cécile. Vous m'avez l'air resplendissante. Bon. C'est la hausse des températures ou c'est quoi? C'est vous. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher le défibrillateur, s'il vous plaît? Non, quand même pas. C'est trop, ça. Ça fait pas. C'est peut-être un peu beaucoup, non? Moi, je trouve que c'est même un peu limite bas, mais vous pouvez monter, allez-y. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix, bien entendu, avec ce numéro de téléphone et Aude qui vous attend au 0826 300 300 avec ce sommaire aujourd'hui. Encore une actualité bien fournie. Le grand débat du jour à 17h30. En plus de la suspension des accords de 2007 annoncés par Bruno Retailleau, Gérald Darmanin plaide pour le rappel de l'ambassadeur français en Algérie et la levée des passeports diplomatiques face au rejet par l'Algérie de la liste des expulsés prioritaires transmise par la France. Alors parlons vrai. Après ce refus, le bras de fer est-il inéluctable entre Paris et Alger? Et à la question, comme dit Darmanin, faut-il rappeler l'ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique avec l'Algérie? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Aurélien Taché sera avec nous, député LFI du Val-de-Marne et membre du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h40, réunion de crise autour de François Bayrou. En milieu de journée, le ministre de la Justice menacerait de quitter le gouvernement. Gérald Darmanin défend l'interdiction du voile dans la compétition sportive, contrairement à ses collègues des sports et de l'éducation, Marie Barsac et puis Elisabeth Borne. Alors parlons vrai, est-ce que la divergence des positions entre les membres du gouvernement sur ce sujet est tenable? Et à la question, port du voile dans les enceintes sportives, Darmanin a-t-il raison de mettre sa démission à la balance? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Notre invité Michel Savin sera avec nous, sénateur LR de l'Isère et auteur de la proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. On vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Bilger était avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis animateurs. De nous accompagner chaque jour. Vous avez une magnifique veste. Hein. Je vous remercie. C'est mon côté les années. Comment c'est les années 30, ça vous les années folles. Ouais, les années folles. Mais la tête au-dessus est bien aussi. C'est bon, et bien aussi. Puisque maintenant il faut toujours le préciser. Il faut faire attention. Bruno, il ne peut plus draguer. Hein. Non. Sans problème. À son âge, remarquez, ça n'a pas changé grand-chose. C'est ma fête aujourd'hui, j'ai l'impression. Bruno, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Bruno Pommard est avec nous, président d'Initiative Sécurité Intérieure, maire de Belleflou. Bonsoir, monsieur le maire. Ça fait plaisir parce que je crois qu'il y a un nouvel invité et j'ai l'impression de retrouver un peu la ruralité. C'est pas un nouvel invité, c'est une vraie voix, monsieur. C'est une vraie. Ah, carrément. Oui. S'il est autour de la table, sinon il serait au téléphone. Mais ça me rappelle. Non, mais excusez-moi, il est de la police. On va pas trop lui en demander non plus. Ça va faire 2-3 ampères quand même. Ça me rappelle. Oui, c'est bon d'avoir du monde du rural avec nous là aujourd'hui. C'est ça. On va le présenter peut-être. C'est bien de dire son nom. Ça va être très dur pour Parce que depuis tout à l'heure on parle de quelqu'un, personne ne sait qui c'est, donc on va donner son nom. Ça vous dérange pas? Jean-Marc Dumoulin est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn. Bonsoir, monsieur le maire. Que des maires ce soir. Ah oui, des maires, heureusement, ça s'arrête là. Il y a 2 mères et 2 pères, comme ça au moins c'est bien. Oui. Mais les deux font la paire. Ils sont pères. Et vous êtes mère? Ah oui, d'accord. Excusez-moi, j'avais pas compris. Mais on est polyvalent aussi, on l'est aussi, père. Oui, bien sûr. Et pour peu qu'on prolonge maire, ça peut être un lapsus. Bon, on arrête, on a perdu la moitié de la France, là. Les amis, avec le 0826 300 300. Emmanuel, qui est avec nous d'ici les Molineaux. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bienvenue, vous vouliez revenir sur la taxe sur les logements inoccupés et les résidences secondaires qui sont remplacées par la taxe d'habitation. Absolument, mais écoutez, je vais parler de mon cas personnel. Oui. J'ai hérité de ma vieille maman une vieille maison en pierre fort ancienne, mais qui n'est pas un château, au fin fond de la Bourgogne. Alors d'abord, j'ai appris que il y avait une taxe qui s'appliquait, qui est la taxe sur la maison inoccupée. Je trouve que c'est bien déjà qu'il y ait des gens qui reprennent des maisons anciennes. Il y en a plein qui sont vides dans mon village. Et ensuite, j'ai appris que les poubelles, elles passent maintenant plus que 2-3 fois par mois. Alors en général, vous venez le week-end, c'est jamais le bon moment. Vous repartez avec votre poubelle dans le coffre de la voiture, c'est vachement sympa. Ouais. Et puis cette taxe,
cette taxe sur les logements inoccupés. Je croyais qu'il n'y avait plus de taxe d'habitation, mais si, elle a changé de nom, c'est tout. Enfin bref, alors je peux pas la revendre non plus cette maison parce que je peux pas mettre du polystyrène sur des pierres qui ont 400 ans, c'est grotesque. J'ai une grande cheminée, alors je brûle du bois. Mon Dieu, vous brûlez du bois, mais bientôt ce sera interdit. Oui. Enfin, mais là c'est devenu complètement ridicule. On est résistant sans le savoir. Hein. Il suffit d'avoir une maison un peu ancienne, même qui est pas très bien chauffée, et on devient une sorte d'asocial, de monstre à bannir. Ah ben, on a 2 maires ruraux avec nous. Vous connaissez ça? Tiens, notre petit nouveau Jean-Marc Dumoulin, ce que nous dit notre ami pas Bruno, Emmanuel d'ici les Moulineaux. Oui, ben effectivement, on a un vrai problème. De toute façon, on a supprimé la taxe d'habitation, on a fait tout reposer sur les propriétaires, donc sur au travers de l'impôt foncier, et il a fallu aller chercher de la manne. Et la manne, elle est dans le logement inoccupé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est le logement insalubre. C'est pour ça qu'on a quand même fait aussi des réglementations au niveau du permis de louer, mais c'est compliqué parce que l'État aujourd'hui, dans sa générosité, a coupé les vivres à France Rénov, a coupé les vivres à l'ANA, et toutes les aides potentielles qu'on pouvait avoir pour rénover, pour pouvoir louer ou vendre éventuellement à terme ou y demeurer, ben elles n'existent plus. Donc dites-vous que si vous êtes en zone inondable et en plus en zone bâtiment de France, vous allez voir la rigolade. Oui, mais c'est important, mais en même temps pour repeupler nos territoires. Eh ben, bien c'est vachement important, parce qu'il y a plein de jeunes qui cherchent à se loger. Parfois, mon village n'est pas très loin de Toulouse. Se loger à Toulouse, il faut avoir du pognon. Hein. Donc, à un moment donné, tu te recules. Et si tu peux plus avoir aucune aide, rien, eh bien, effectivement, le problème reste persistant. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce coup de gueule qui nous concerne tous, bien entendu. C'est un vrai sujet. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler d'un commandant formidable, Vidal, qui a témoigné au procès de Nicolas Sarkozy et autres. Encore une fois que vous vous souvenez de vos sujets. Rassurez-moi, ma chère Cécile, j'ai vu passer une bête dans le coin. Oui, c'est Capucine, le chien de Philippe David. Voilà, d'accord. En plus, maintenant, on a un chien qui... Non, mais oui, attention, elle mord... Qui c'est qui l'a dit? Elle mord les mollets, attention, faites attention. Une connerie, une mordaille. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas de votre fidélité. 1 million, un peu plus d'1 million. Maintenant, on a passé largement le million sur notre chaîne YouTube et un petit peu partout sur notre... Ne me regardez pas comme ça. Non mais Maxime, oui. J'ai l'impression que vous m'engueulez quand vous me regardez. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, vous avez raison. Vous avez raison, plus d'1 million d'abonnés. J'ai pas le chiffre exact, parce que YouTube ne divulgue plus les chiffres. Ah bon? Au-delà d'1 million, on attend les 100 000 prochains. Ah voilà. Et donc on ne sait pas à combien on en est, quoi. Je peux vous le dire dans 5 minutes. Ah, mon petit chat. Maxime fait des miracles. Je reconnais votre talent. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Bruno Pobard, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou, et Jean-Marc Dumoulin, le petit nouveau, maire de Villemeur-sur-Terre. Ça fait du bien. Bah oui, vous êtes un petit nouveau. Bah oui, c'est pas joli, quoi. Bon, bah c'est pas le poussin du poulailler, mais quand même, un coq. Bah vous êtes, oui. Hein? Oui. Moi, j'accepte. Ça va se fêter, ça, tout à l'heure. Oui, ça va se fêter, bien entendu. Bien sûr, ça va se fêter. En attendant, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? De ces 400 morts à Gaza, selon le Hamas, après les bombardements israéliens de la nuit dernière, de Vladimir Poutine et de Donald Trump qui se téléphonent cet après-midi. Et ça se passe bien, selon la Maison-Blanche. Et puis de la France qui va commander de nouveaux Rafales, ainsi que des manuels de survie pour les envoyer à ses habitants dans ce monde incertain. En 3 mots, ça donne bombardement, Rafale et survie. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur le commandant Vidal que vous voulez requérir, monsieur le procureur. En effet, le commandant Vidal est un policier brillant qui, durant 10 ans, a enquêté et sur l'affaire Sarkozy et autres, qui est en train d'être jugée. Il a dit que c'était le travail le plus colossal qu'il avait été amené à accomplir, et paraît-il, il a fait une prestation éblouissante durant le procès. En fait,
je voulais avoir une pensée pour tous les grands directeurs d'enquête que j'ai connus dans de très grosses affaires aux assises, qui généralement sont des cracks avec une capacité de synthèse absolue, une mémoire remarquable et une sorte d'objectivité, pas une sorte, qui suscite l'admiration et des jurés et des magistrats à l'époque où la cour d'assises n'avait pas été décapitée parce que c'était un système qui fonctionnait bien, donc naturellement on l'a changé en France. C'est assez classique. Et donc voilà, le commandant Vidal et quelques autres sont dans ma tête et je les admire et je les félicite. Bruno Pomar. Je suis d'accord avec toi, mon cher Philippe, effectivement, mais le travail colossal pour éviter pour border, je dirais, les affaires. C'est ça, en gros. Le travail initial que font ces officiers de police judiciaire, ils préparent tout ça pour que le jugement se fasse dans les meilleures conditions. Voilà. Mais avec tout ce qu'on peut imputer à ces gens-là, malheureusement, c'est que parfois ils ont des pressions. Qui plus est politique, sûrement, dans leur travail au quotidien. Ce commandant-là, à mon avis, a dû avoir de terribles pressions, parce qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui, on s'attaque à Nicolas Sarkozy, qui était président de la République. Ça rappelle le livre L'enquête impossible de l'inspecteur Antoine Godinot dans l'affaire Urbain. Ah oui, Urbain Graco, avec Monat. Avec Monat, moi j'ai connu. Oui, Monat, absolument, Gérard Monat. Je l'ai connu, moi. Oui, mais je me demande si vous les surestimez pas, les menaces, là, en l'occurrence. Mais bon, je ne veux pas engager un débat avec vous, Bruno, parce que vous êtes trop redoutable. Non, je ne pense pas. Jean-Marc Dumoulin. Qu'est-ce que vous en pensez, cette affaire, ces grands patrons d'enquête? Parce que là, c'est des milliers et des milliers de pages. Oui, des milliers de pages. Et puis surtout, moi je crois que ce qui est important, c'est la capacité qu'ils ont à synthétiser les choses. Absolument. Moi ce que je veux dire, c'est que la relation de cause à effet, elle n'est pas toujours flagrante. On appelle ça des feedbacks en médecine, en hormones. Mais effectivement, là, c'est là où ils arrivent à trouver le fil conducteur, et ils arrivent à trouver le lien improbable qui leur permet quand même de consolider effectivement un maillage et qui permet finalement de prendre dans la nasse le défaut. Voilà. Merci messieurs. Allez tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bombardements, rafales et survie. 400 morts après les bombardements à Gaza, selon le dernier décompte des autorités locales de santé dirigées par le Hamas. Israël affirme avoir rompu le cessez-le-feu pour pouvoir ramener les otages vivants. L'État va commander de nouveaux rafales, annonce Emmanuel Macron cet après-midi, de nouveaux avions militaires dans ce monde incertain, et pour compenser aussi les mirages cédés à l'Ukraine. D'ailleurs, pendant ce temps, Donald Trump et Vladimir Poutine se téléphonent cet après-midi pour parler de l'idée d'une trêve. C'est dans ce contexte qu'on apprend aujourd'hui que tous les foyers français devraient recevoir un manuel de survie pour faire face en cas de conflit, d'événements majeurs, catastrophes naturelles ou bien conflits armés. Les vraies voix Sud Radio. La diplomatie française indique condamner les frappes israéliennes et demande un arrêt immédiat des hostilités à Gaza. Comme en écho, l'Allemagne aussi exprime notamment sa grande inquiétude après la fin de la trêve provoquée par ces frappes israéliennes. Après 2 mois de cessez-le-feu, les bombardements de la nuit dernière ont fait 400 morts selon les autorités de santé de l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas. Condamnation également de l'ONU, ici par la voix du porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, Tamin Al-Ritan. Nous sommes horrifiés par les frappes aériennes et les bombardements israéliens de la nuit dernière à Gaza. Cela ne fera qu'ajouter de la tragédie à la tragédie. Les 18 derniers mois de violence ont montré clairement qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Ce cauchemar doit cesser immédiatement. Les otages militaires doivent être libérés immédiatement et sans condition. Les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées immédiatement et sans condition. La guerre doit cesser définitivement. Nous exhortons tous les États influents à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour établir la paix et éviter de nouvelles souffrances aux civils. Traduction signée Mathéo Lamblot pour Sud Radio. De son côté, Israël affirme n'avoir pas eu d'autre choix que de reprendre ses opérations militaires pour ramener ses otages retenus à Gaza. Élément de langage d'ailleurs repris aux États-Unis par l'administration Trump qui avait été consultée avant. La Maison-Blanche affirme, je cite, que le Hamas a choisi la guerre en refusant de libérer justement ses otages. Philippe Bilger, une fin du conflit n'est pas pour demain. Non, et puis j'ai beau entendre les explications d'Israël, peut-être de manière simpliste, moi je considère que ce qui s'est passé, c'est une horreur tout de même. Franchement, des femmes, des enfants ont été bombardés, ont été tués. On va pas sans arrêt parler du 7 octobre et de la légitime défense. Là, ça devient, j'allais dire, obscène. Mais il y a derrière, il y a la patte de Trump, derrière. Moi, je suis persuadé.
C'est clair et net. C'est lui qui commande tout ce qui se passe dans le monde. C'est Trump qui décide. Et encore une fois, peut-être pas tout ce qui se passe dans le monde. Mais en particulier ce qui se passe là. On sait que Netanyahou est quand même. Pardon ? Il non-arbitre. Oui, mais en attendant, le résultat, il est là. Et comme tu dis, Philippe, 413 morts, à un moment donné, je veux bien que le Hamas, il faut le neutraliser totalement, mais on se pose la question. Alors, on dit, on fait ça parce qu'on libère pas les otages. À un moment donné, on peut pas tuer 413 personnes, même si parmi ces 413 personnes, on a 50 ou 100 mecs du Hamas, quoi. Je veux dire, à côté, il y a des dégâts collatéraux. Il faut y penser à ça, parce qu'on n'en parle jamais. Moi, je veux bien, mais bon. Moi, je suis relativement traumatisé par les exhortations. Vous voyez ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème entre la conscience et la bonne conscience. C'est comme un tricot qui verrait une maille lâchée et finalement on laisse détricoter avant de s'apercevoir que le tricot n'existe plus. Et l'ONU ou qui que ce soit, dans quelques conflits que ce soit aujourd'hui, personne n'intervient avec force, avec vigueur et puis avec une autorité naturelle. Aujourd'hui, effectivement, c'est sympa de dire attention, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui meurent. On parle jamais de paix, on parle quand même aujourd'hui que d'une espèce de comment dirais-je d'inflation, de tuerie de moyens les uns les autres. Enfin, moi, je pense que les États, je pense que les organisations doivent reprendre effectivement la main sur le sujet. Et la main sur les sujets. Absolument. C'est dramatique aujourd'hui que de se lamenter. Simplement de se lamenter. Merci beaucoup, messieurs. La Maison-Blanche qui indique aussi que Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de se parler. Oui, c'est l'info de l'après-midi. Cette conversation téléphonique était très attendue entre les présidents russes et américains. Et elle se passe bien, indiquait il y a quelques minutes un proche de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain au téléphone dans son bureau ovale. Un appel qui pourrait se révéler crucial pour la suite de la guerre en Ukraine. Évidemment, les États-Unis essayant de convaincre les Russes de se rallier à l'idée d'une trêve en Ukraine. Deuxième mot, Rafale. La France va commander de nouveaux avions militaires, annonce Emmanuel Macron. Accroître et accélérer les commandes de Rafale pour faire face à la bascule géopolitique, faire face à ce monde incertain et aussi compenser d'ailleurs les mirages cédés justement à l'Ukraine face à la guerre d'invasion russe. C'est ce qu'expliquait Emmanuel Macron sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains, c'est en Haute-Saône. Le chef de l'État l'annonce dans le cadre d'un effort de réengagement et d'investissement militaire plus large. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer, si nous voulons éviter la guerre. C'est le choix que nous avons fait, que nous continuerons de faire. Nul ne sait dire ce qui adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c'est que nous soyons prêts. Ce que je veux, c'est que nous soyons protégés. Ce que je sais, c'est que grâce à cette culture de l'engagement, à la force de nos armées, à la force de notre armée de l'air et de l'espace, ensemble, nous saurons faire face. L'armée de l'air française dispose l'an dernier de 108 Rafales, la marine de 41 autres. La France doit à ce stade recevoir 56 appareils supplémentaires, 56 nouveaux Rafales. Le chef de l'État aussi a insisté sur la dissuasion nucléaire, une chance pour notre pays selon Emmanuel Macron. C'est pourquoi, dit-il, on va continuer à renforcer chacune de ses composantes à cette dissuasion nucléaire. Et ce ton grave là à chaque fois. On peut dire au moins que l'humiliation qu'il a fait subir il y a des années au général de Villiers a servi à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Parce que il nous en fait dans le militaire. Il avait dit, Pierre de Villiers l'avait asséné sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est il a raison. Quand est-ce qu'on va remettre à niveau nos armées ? Parce qu'on a voté 413 milliards de moyens. Oui. Mais en même temps, il faut que les usines tournent. C'est ça. On construit pas des Rafales comme ça. C'est pas avant quelques années. Mais oui, c'est ça le problème. Ça. Donc avant qu'on soit remis en ordre. Et surtout qu'on a vendu d'occasion. Jean-Marc, un petit mot. Oui, je vais être bon pour l'emploi. Pardon ? Bon pour l'emploi. Oui, bon pour l'emploi. Enfin, pour certains marchands, et puis les marchands d'armes, j'ai entendu, je crois que c'est 115 pays qui sont en conflit aujourd'hui dans le monde. Ça fait quand même pas mal, ça fait du business pour quand même beaucoup de monde. Non, ce que je trouve dramatique, c'est qu'on a perdu la cohésion. Alors aujourd'hui, c'est bien gentil de rappeler les foules, les troupes et les gens à leurs responsabilités. Mais pendant des années, on a laissé se déliter une cohésion sociale. Alors, je suis pas pro-militariste, mais globalement, il y avait un mélange de population qui faisait qu'il y avait une solidarité entre les gens et le même esprit de collectif quant à l'engagement. Et moi, je crois qu'on s'est trompé et effectivement, il faut repartir d'une morale, entre guillemets, pardonnez-moi. Entre guillemets, on était un peu plus près qu'aujourd'hui, c'est sûr. À démarrer. Troisième mot, survie. Tous les foyers français devraient recevoir donc un manuel, Félix Mathieu. Un livret pour savoir comment faire face en cas d'événement majeur, catastrophe naturelle, conflit armé ou bien encore accident industriel. La brochure est en cours de validation auprès des services du Premier ministre, confirme l'agence France Presse. Ce livret sera réalisé, il est réalisé en ce moment même par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité
sécurité nationale. Il doit être finalisé donc au printemps. Il va s'inscrire dans le cadre d'une stratégie définie au printemps 2022, la stratégie nationale de résilience. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant dans le grand débat du jour avec les tensions avec l'Algérie. Le garde des Sceaux veut rappeler l'ambassadeur en Algérie et durcir les visas. Alors parlons vrai. Après ce refus des OQTF, le bras de fer est-il désormais inéluctable entre Paris et Alger? Et à cette question, Algérie, comme dit Darmanin, faut-il mettre fin au passeport diplomatique et rappeler l'ambassadeur? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Aurélien Taché est avec nous, député LFI du Val d'Oise et membre du groupe d'amitié France-Algérie de l'Assemblée nationale. Monsieur le député, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question courte, réponse très courte. Faut-il une riposte graduée contre l'Algérie? Non, il faut absolument trouver les moyens de retrouver la confiance avec nos amis algériens et c'est pas du tout le chemin qu'on prend malheureusement. On en développe dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe David, bien entendu, ça va mon cher Philippe David? Oh, très bien, et vous ma chère Cécile? Avec nos vraies voix du jour. Oh bah bien sûr, nos vraies voix du jour qui sont bien évidemment Philippe Bilger, Bruno Pomar et un petit nouveau, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Mais c'est dans la Haute-Garonne et pas dans le Tarn. Vous les prenez les plus jeunes, les nouveaux. Ouais. À votre place, ça m'aurait pas plu. Ouais. C'est surtout aux collègues, ça fait pas plaisir. Oui, bien sûr. C'est vrai. Allez, les amis, soyez les bienvenus. 0826 300 300. Aude vous attend, bien entendu. Et pour l'instant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Bruno Retailleau donc suspend les accords de 2007 et Gérald Darmanin hausse le ton. Il réclame le rappel de l'ambassadeur français en Algérie et la suppression des passeports diplomatiques. En cause, le refus d'Alger d'accepter la liste des expulsés prioritaires transmise par Paris. Alors parlons vrai, a-t-on franchi un nouveau cran dans les tensions entre Paris et Alger? À cette question, Algérie, comme dit Darmanin, faut-il rappeler l'ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité Aurélien Taché est avec nous, député LFI du Val d'Oise et membre du groupe d'amitié France-Algérie de l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. Je ne sais, en ce qui me concerne, évidemment, je vais être, je le présume, en opposition avec monsieur le député, mais j'avoue que sur un plateau de la balance, si on a sur l'un des plateaux la volonté de négocier avec l'Algérie, d'avoir un rapport paisible avec elle, il faudrait tout de même qu'elle nous le permette. Je n'ai pas voulu utiliser l'imparfait du subjonctif. Parce que vous n'aviez pas la conjugaison. Et en fait, elle ne nous le permet plus parce qu'il me semble, et c'est le second plateau de la balance, où d'humiliation en humiliation, la France a beau proposer des démarches, des processus qui sont parfaitement valides, ils sont refusés par l'autorité algérienne qui profite d'une certaine manière de la faiblesse présidentielle, même si moi, je suis tout à fait d'accord avec le duo consistant et ferme de concert, clairement, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Alors j'attends avec beaucoup d'impatience les explications qui nous démontreront que l'Algérie est prête à des rapports pacifiques avec la France. On continue le tour de table. Bruno Pomar. Oui, je suis d'accord avec ce que dit évidemment Philippe. Il y a un blocus total des Algériens. On les entend pas en fait.
On est toujours en train d'aboyer, nous, le ministre intérieur, le garde des Sceaux en train d'aboyer à dire on va renvoyer un tel. Résultat, ça se fait pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de résultat. Donc il n'y a aucune ouverture diplomatique. Quand on sait dans quel état est la diplomatie dans notre pays, il faut se poser la question. Mais ce qui serait intéressant peut-être, c'est de voir cette association franco-algérienne à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent pas faire peut-être un consensus, l'ensemble des députés, puisqu'il y en a de tous les bords, pour aller voir les autorités algériennes. Je ne sais pas, parce que visiblement, le gouvernement français actuellement est dans une impasse totale, quoi, je veux dire. Et pourtant, Dieu sait s'ils se battent. À un moment donné, il faut mettre les choses au carré. Rappeler notre ambassadeur, ça c'est évident, c'est symétrique. Hein. On enlève un ambassadeur, on fait revenir le nôtre. Mais effectivement, la question se pose de savoir où on va aller. Jean-Marc Dumoulin. Oui, moi je suis beaucoup plus réservé sur ce dossier, effectivement. Moi je crois qu'encore une fois, et là j'ai entendu monsieur le député qui nous parlait quand même de culpabilisation encore de la France vis-à-vis de l'Algérie. Enfin moi je pense que dans un conflit, il y a toujours deux belligérants. Après les moyens et les pratiques utilisées sont quand même pas tout à fait les mêmes parfois. Je pense que couper le lien diplomatique serait une erreur fondamentale. Par contre, aujourd'hui, la fumisterie, c'est quoi? C'est tous ces passeports diplomatiques. Enfin, Benalla, on a usé pour quel profit à l'époque, quand même? Et combien de gens en ont usé à quel profit? Et je crois qu'effectivement, il y a une réponse graduée. Après, ce qui rajoute à la cacophonie, c'est qu'on est sur un problème d'affaires étrangères. Même si c'est un problème de droit aujourd'hui, un problème juridique et policier, mais comment se fait-il que, par culture un peu d'égo, quand même, certains prennent la parole et émettent des avis et qu'on laisse pas parler le ministre Barrot, quand même? Il a quelque chose à dire, oui, mais peut-être qu'il faut l'inciter à faire les choses. Mais peut-être qu'il n'est pas bon, hein. Je sais pas. Alors, les affaires étrangères, c'est quand même du ressort du président de la République aussi. Barrot fait le canard, c'est le cas de dire. Hein. Monsieur le député, est-ce qu'il faut donc apaiser les relations, pacifier? Est-ce qu'il faut discuter? C'est quoi la bonne méthode? Et est-ce que l'Algérie a envie de jouer le jeu aussi? Parce que c'est quand même une réalité. Parce que pour l'instant, il y a lettre morte. Hein. Oui. Alors, la bonne méthode en diplomatie, j'entendais à l'instant les interventions sur le plateau, c'est effectivement de laisser faire les diplomates et de pas demander à ceux qui sont en charge d'autres missions très importantes pour les Français, la sécurité ou autre, de s'ingérer dans des relations entre deux pays qui sont extrêmement profondes, et en plus de le faire pour de mauvaises raisons et avec un style avec des coups de menton un petit peu. C'est la course à l'échalote entre monsieur Darmanin et monsieur Retailleau pour savoir qui sera le plus à droite pour éventuellement remplacer monsieur Macron en 2027, mais c'est pas comme ça qu'on travaille sérieusement avec des pays sur les questions internationales. L'Algérie, c'est aujourd'hui le pays où finalement la France a le principal débouché économique en termes de commerce extérieur en Afrique. C'est un pays avec lequel on travaille dans la profondeur sur des accords, par exemple, pour assurer la sécurité des Français en matière de lutte contre le terrorisme. Vous savez que si on avait demain une brouille trop importante avec l'Algérie et qu'on n'avait plus cette coopération dans le domaine de la sécurité des Français pourrait s'en faire ressentir. Donc véritablement, je pense que sur ces questions-là, il faut laisser faire les gens dont c'est le travail. Et pourquoi on entend moins monsieur Barrot? Parce que la diplomatie, ça n'est pas encore une fois comme ça des discours d'estrade ou faire monter la pression parce que sur des plans de politique intérieure, on veut montrer aux Français qu'on est indur. C'est discuter de choses sérieuses entre gens sérieux et dans des canaux plutôt discrets que de le faire toutes les 3 jours sur des plateaux de télévision. Voilà ce que je crois profondément. Et effectivement, le groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale peut être un endroit aussi où les choses se jouent. Nous sommes effectivement de tous les partis dans les groupes d'amitié, c'est transpartisan. Nous pouvons rencontrer nos collègues parlementaires algériens et avoir des discussions parfois un peu plus aussi, directes, apaisées que ne peuvent les avoir les États. Voilà des pistes qui sont peut-être moins spectaculaires que ce que met M. Retailleau en avant, mais qui me sembleraient beaucoup plus efficaces. Et pourquoi vous ne le faites pas, monsieur le député, puisque vous le dites, depuis le temps que ça dure? Alors, je suis pas président du groupe d'amitié France-Algérie, moi c'est Sénégal, mais je suis membre, donc je demanderai à ma collègue présidente, c'est une présidente qu'on a sur le groupe d'amitié France-Algérie, quand est-ce qu'on peut se rendre voir nos collègues algériens à Alger, parce que je pense vraiment que c'est une très bonne chose, et je suis certain qu'elle a déjà pensé à cela, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas dans les meilleurs délais. Monsieur le député, 2 questions rapides. La première, vous ne considérez donc pas que la France subit depuis
depuis quelque temps des humiliations qui sont délibérées, je veux dire, pour porter atteinte à son honneur. Deuxième question, seconde question, est-ce que dans la solution diplomatique à laquelle vous pouvez penser, vous iriez, comme Dominique de Villepin, jusqu'à demander une revisitation du Sahara, de l'accord sur le Sahara occidental? Alors, non, je n'irai pas jusque-là, mais puisque vous évoquez le sujet, on peut quand même aussi se rappeler à partir de quel moment la relation s'est tendue avec l'Algérie. C'est-à-dire que c'est précisément au moment où Emmanuel Macron a fait un virage à 180 degrés par rapport à sa position antérieure sur la question du Sahara occidental. Je ne dis pas forcément que je suis en total désaccord. Moi, je suis pour que le droit international soit respecté, mais j'ai conscience aussi des difficultés sur ce sujet-là, et il va bien falloir avancer à un moment. Par contre, pour faire les choses de manière intelligente, il faut éviter la brutalité, il faut prévenir ses partenaires, il faut essayer, encore une fois, d'avoir un dialogue sérieux. Et je ne crois pas que ça a été fait par le président de la République, donc je n'irai pas jusqu'à ce que demande Dominique de Villepin, mais je veux quand même rappeler cela. Et ensuite, sur ce que vous appelez des humiliations. Soyons clairs, je n'ai pas de sympathie particulière pour le régime de Monsieur Tebboune. Moi, mon sujet, c'est les 3,5 millions de binationaux franco-algériens. Moi, mon sujet, c'est la relation entre deux peuples qui, vous le savez, fêteront demain 62 ans de paix après la fin de la guerre d'Algérie. Et tout ça, en tant que député français, j'y suis extrêmement attaché. 63. La manipulation que peuvent avoir parfois certains politiques, y compris côté algérien, ça n'est pas à ça que je suis sensible. On part Jean-Marc Dumoulin qui veut réagir. Et juste après, on prend Emmanuel. Deux, trois remarques. Je pense qu'effectivement, le virage qui a été opéré en se tournant vers le Maroc a été un virage intelligent, parce que le Maroc construit, parce que le Maroc innove, parce que le Maroc participe. Nous, on est quand même en relation avec pas mal d'entreprises, de grosses entreprises qui essayent de travailler en Algérie. C'est une dictature corrompue. Oui, c'est une dictature corrompue. Après, le peuple algérien, j'aimerais qu'il se manifeste en France aussi. J'ai regardé statistiquement quel était le nombre de médecins étrangers, entre guillemets, et pardonnez-moi l'expression, qui servent en France, qui travaillent en France. 15 000 médecins algériens. Donc on ne peut pas se brouiller aussi avec tout le monde, et on doit aussi tendre la main, mais eux aussi doivent nous tendre la main. Je pense que ce qu'ils vivent en France doit aussi porter voix, si vous voulez, en Algérie, parce que il faut qu'on arrête dans des relations à sens unique où finalement il y a toujours un seul coupable. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'un seul coupable. Exemple, quand le terroriste qui a tué à Mulhouse n'a pas été accepté par l'Algérie, est-ce qu'on peut pas dire que l'Algérie a commis vraiment un acte inqualifiable? Un travail de coopération de sécurité moyen quand même, Oui, non, mais cette obligation de quitter le territoire, elle doit être appliquée. Après, il y a des procédures. Les procédures n'ont pas été suivies non plus côté français. On peut pas demander aux gens de respecter les lois et nous ne pas les suivre non plus. Moi, j'essaye d'être constant. Je redis que, évidemment, ces sujets-là que Monsieur Retailleau a en charge sont importants. Mais est-ce qu'encore une fois, allez, je crois que c'est quelques dizaines d'individus, ça n'est pas rien. Je ne dis pas que c'est rien, mais qui sont des gens que nous voulons voir reprendre par l'Algérie. Il faut absolument mettre une relation aussi importante qu'avec ce pays en péril. En ce moment, on cherche par exemple à se diversifier pour acheter du gaz ailleurs qu'aux Russes. Les Algériens nous en vendent. On cherche effectivement à avoir des partenariats économiques en Afrique du Nord. Vous avez évoqué le sujet des entreprises juste avant. Moi, j'ai dans ma circonscription à Cergy beaucoup d'entrepreneurs franco-algériens. Je pense que ce qui se passe entre nos territoires, nos familles, nos manières de vivre est bien plus important et doit être préservé par le ministère des Affaires étrangères que sur un ou deux sujets de vouloir tout mettre en l'air pour ça. Chacun doit être dans son rôle. Ce qui m'embête, c'est que, si vous voulez, M. Retailleau, ça attribue tous les rôles. Alors peut-être qu'il voudrait déjà se voir calife à la place du calife, mais pour l'instant, il est ministre de l'Intérieur, qu'il essaye de se... Après, Aurélien, monsieur le député, après, on veut des réponses, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, laisser faire la diplomatie, mais sans rien savoir de rien, c'est normal que les ministres ou qu'il y ait certaines personnes qui disent des choses aussi. Savoir si on avance où on en est. Oui, vous avez raison. Mais d'abord, si quelqu'un doit s'exprimer sur les relations que je viens d'évoquer, j'ai quand même donné quelques exemples qui démontrent que la relation avec l'Algérie, ça n'est pas une mince affaire. Et vous savez quand même que la diplomatie se prête un peu moins, encore une fois, je répète cette expression, au propos d'estrade que les sujets du ministère de l'Intérieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Mais nous, on est à la commission des affaires étrangères, on est les parlementaires de tous les partis qui sommes dans cette commission, nous contrôlons le ministre, qu'il y ait parfois des questions de poser, vous le faites dans cette émission, c'est très bien, et moi j'y réponds avec plaisir, et le ministre des
Affaires Et on vous en étrangères, remercie. on le ferait aussi. C'est très bien. Mais ne confondons pas les rôles de chacun et ne voyons pas les choses par uniquement le prisme, certes très important, des obligations de quitter le territoire français, mais qui ne peut pas résumer la relation qu'on a avec l'Algérie. Allez, 0826 300 300. Emmanuel est avec nous. Pardon, Emmanuel, ça a été un petit peu long. Votre réaction sur le sujet? Alors moi d'abord, premièrement, côté culpabilisation, j'aimerais bien qu'on arrête un peu avec ça parce que on n'est pas, si on a été coupable de quelque chose, moi je me souviens quand même qu'en juillet 62, il y a eu des centaines de Français qui ont été assassinés dans les rues d'Oran par le FLN. Je me souviens quand même... Le 5 juillet 62, oui. Exactement. Il y a 150 000 harkis au minimum qui ont été massacrés, n'est-ce pas? Que théoriquement dans les accords d'Évian, il était prévu que les Français seraient protégés par le gouvernement algérien et qu'ils pouvaient rester en Algérie. Ça n'a jamais été le cas. On sait par ailleurs qu'en 1980, Monsieur Ponnet aussi l'a reconnu, il y avait encore des dizaines de Français. Le gouvernement algérien disait même des centaines de Français qui étaient toujours dans les prisons d'Algérie et qui n'ont jamais été libérés et qui y sont restés, qui étaient des otages à vie. Dire qu'on arrête, qu'ils arrêtent, qu'ils nous foutent la paix avec leur culpabilisation, parce qu'on a déjà oublié beaucoup de choses. Enfin, pour finir, je dirais une chose. Les OQTF, on ne sait pas où les mettre, on a des confettis d'empire partout. Les Kerguelen, c'est sympa, il faut construire un camp de tôle là-bas, et puis c'est un peu radical. Oui, c'est un peu... pourquoi c'est radical? L'université du bourg en autogestion à Cayenne. Ah, il y a Cayenne aussi, bien sûr. Non, mais l'île du diable. Non, mais, c'est le roi du Maroni. Pourquoi pas? Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est moins loin. Et là, il y a aussi des possibilités. On n'est pas obligé, parce que ces types-là, ils sont contents, ils restent en France, ils sont au QTF, ils se baladent dans les rues de Paris, ils agressent, ils font des bêtises, parfois ils assassinent. S'ils étaient au Kerguelen ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils auraient beaucoup plus de mal à commettre leur forfait. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Enfin, je doute que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon soient contents, mais au Kerguelen, il n'y en a pas. Et surtout qu'il faut le personnel pour ça aussi. Monsieur le député... Attendez. Allez-y, Philippe. Oui. Monsieur le député, est-ce que vous ne croyez pas que l'un des problèmes, ça n'est pas Bruno Retailleau qui demeure dans le cadre strict de ses attributions de ministre, mais le fait que il y a cet antagonisme subtil entre le président de la République et le duo Darmanin-Retailleau qui gêne peut-être une solution à cette crise? Aurélien Taché. Bon, d'abord, un mot très rapide sur ce que j'ai entendu juste avant. Moi, j'ai jamais prononcé de culpabilisation depuis que je suis à votre antenne, jamais. Donc ça fait 2 fois que je l'entends, c'est pas du tout le cas. Et on peut pas tout mettre... toute chose non, c'est pas contre vous, monsieur le député, c'est en général. C'est en général. Oui, mais toute chose n'est pas égale par ailleurs quand même, parce que c'est la France qui a conquéri l'Algérie en 1830 et qui est juste en 1870. C'est pas l'inverse. Quand même. Faut rappeler un peu d'histoire. Oui, mais faut rappeler aussi qu'il y avait eu les razzias qui étaient faites depuis Alger, qui vidaient des villages pour mettre des esclaves là-bas aussi. On va pas faire le décompte, s'il vous plaît. Mais c'est quand même pour rappeler toute l'histoire. Oui, mais ça arrive d'être un peu long. Faut pas que ça soit censuré. Sur la question qui m'a été posée. Oui, il y a un sujet je comprends comme ça votre question, Philippe Bilger. J'ai un sujet de faiblesse politique du président de la République, c'est très clair. Moi, c'est comme ça que je traduirais en tout cas l'analyse que vous posez là. On a effectivement un président de la République qui normalement est chargé des relations à haut niveau sur le plan international avec les autres États. On a un ministre des Affaires étrangères qui est là pour appliquer cela. Et puis, on a un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur qui, eux, effectivement, essayent d'impulser une autre ligne politique qui est que celle du président de la République. Mais ça, c'est le problème d'Emmanuel Macron lui-même. C'est une règle. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale l'année dernière. Il a décidé de faire comme il pouvait avec ceux qui étaient encore d'accord pour venir s'installer dans son gouvernement. Le problème est plus profond. Là, on parle de la crise politique et démocratique que connaît la France depuis 1 an. Et effectivement, c'en est une des traductions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise et membre du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Emmanuel, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour et c'est la première fois pour Jean-Marc Dumoulin. Qui c'est qui l'a dit. Espérons qu'il va gagner. En tout cas, vous ou Emmanuel. C'est là où j'aurais dû amener mon sonotone alors. Oui. Emmanuel, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix jusqu'à 19h, soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 et avec nos vraies voix du jour. Jean-Marc Dumoulin est avec nous. Ouais, bonsoir. C'est à moi que vous dites bonsoir, Jean-Marc Dumoulin. Bonsoir. Je l'ai fait Il y a un petit côté dragon. Vous nous avez fait un bonsoir de boîte de nuit là. Une loupée. Vous avez une très jolie voix. Oui, ce petit. Bonsoir, je vous offre un verre. Bonsoir. Voilà, une sorte de murmure. Délicieux. Maire de Villemur-sur-Tarn. Et puis à côté, Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou. Faites-moi un bonsoir quand même. Bonsoir ma chère Cécile. Ah, pas mal. Et mon cher Philippe. Philippe Bilger, faites-moi un bonsoir. Bonsoir mes amis. Non, Philippe David. Vous avez des amis? Bonsoir. Bonsoir. Moi je savais pas si je devais intervenir. Et vous, Cécile? Et vous, Cécile, un petit bonsoir? Bonsoir. J'en ai perdu ma boucle d'oreille. Moi j'ai chanté faux. Emmanuel, c'est à vous de jeter le jingle. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, alors maintenant, le moment qu'il ne faut en aucun cas squeezer, c'est le quiz de Sud Radio. Sud Radio, le quiz de l'actu. Il y a du métier. Et ce quiz de l'actu avec un qui c'est qui l'a dit bien fait par Philippe David. Alors, l'auditeur répond en premier Jean-Marc Dumoulin et après c'est la foire d'empoigne. On peut copier? Allez. Non, on peut pas copier. Qui c'est qui l'a dit sur les retraites? Ce n'est pas agréable à entendre, mais il faut travailler plus. Ah, alors c'est Gérard Philippe, ça, non? Non, Édouard Philippe. Gérard Philippe, c'est un peu tard. Gérard Philippe, il aurait travaillé plus longtemps. Il est un peu mouru. Mais bon, on lui accorde. Non, mais on lui accorde. On lui accorde, bien sûr. Il faut surtout pas qu'il gagne. Non. Qui c'est qui l'a dit, Emmanuel, sur le service militaire? Si demain nous voulions le remettre en place, nous n'aurions pas les moyens. Ah là là, c'est pas Jordan? Non, mais c'est le même parti. Mais c'est pas loin. C'est une femme du Sud. C'est mon tour. Diaz. Comment? Marion Maréchal. Non. La Valette. Bonne réponse. Laure Lavalette. Député du Var. Laure Lavalette, mais oui. Eh oui, monsieur le maire, écoutez. Vous l'avez pas dit tout de suite. Bruno Pomar. J'ai une culture politique extrême. Bruno Pomar, nous ne sommes pas sourds, vous savez quand même. Ah pardon, parce que je parle très fort. Non, pas du tout, pourquoi vous dites dites ça? Je suis tellement content de marquer des points, moi. Jean-Marc, vous pouvez répondre. Dès que l'auditeur n'a pas répondu, vous pouvez y aller. J'avais dit, quand même. Vous aviez dit l'auditeur l'avait dit en premier. Personne m'écoute. Quand il est de tricher, Jean-Marc, c'est bien. Merci, monsieur le conseiller général. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur les retraites. Dès le lancement de ce ridicule conclave, on savait que personne ne reviendrait sur la retraite à 62 ans. Édouard. Non. Emmanuel, d'abord. Non, monsieur Picon. Non. Pas du tout. C'est Édouard Philippe. C'est un maire. Un autre maire. Lisnard. Bonne réponse, David Lisnard. Mais tu, sans rire, c'est toi ou c'est moi? Ah non, j'ai une culture politique. Tu n'imagines même pas la culture politique. La police, c'est costaud. C'est faux. Philippe Bilger fait la tête. On laisse gagner, Jean-Marc. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel, encore sur le retour de la retraite à 62 ans. La censure est toujours sur la table. Olivier Faure. Non. Oui, bonne réponse. Mais on ne peut pas répondre avant l'auditeur. Non, mais je vous laisse le point, Emmanuel. Je vous laisse le point. Il est bon joueur. Vous aviez la réponse ou pas, Emmanuel? Bien sûr. Ah bah évidemment. Le point, Emmanuel. Voilà. Mais quel escroc, Emmanuel. Mais quel escroc. Moi, je l'avais. Oui, madame, je confirme. Ouais, mais vous êtes rodé l'exercice, Philippe. Mais de toute façon, la règle est la règle. C'est pour Emmanuel. On peut continuer comme ça, c'est bon, je sens que je vais gagner. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il appartient à la France de dire ça suffit et de se montrer forte. L'Algérie est un point de désaccord avec le président de la République. Emmanuel. Retailleau. Non. Darmanin. Non. C'est un maire de grande ville. Édouard Philippe. Non. De grande ville. Oui. Un grand port, mais plus au sud, quoi. On va dire ça comme ça. Estrodi. Bonne réponse de Philippe Bilger. Lorsque on peut parler qu'il n'y en a pas un qui aboie, je parviens à donner la réponse. Tu vois, je vous prierai de ne pas mal parler de Capucine. Est-ce que vous laissez le point, Emmanuel? Maxime, notre réalisateur nous dit ça suffit, c'est la dernière. Qui l'a dit? L'Algérie a trop souffert du terrorisme pour ne pas entendre notre appel. Emmanuel. Jérôme Guedj. Non. Mélenchon. Et c'est quelqu'un qui a fait partie de la Sainte Trinité de Philippe Bilger pendant longtemps. Alors, ça peut être Attal. Non. Ça peut être avant Attal. Il y avait un trio. Marlex. Oui. Voilà, Marlex. Député de Réloir. Du premier coup. Là, vous m'avez aidé, mon cher arbitre. Vous pourriez me dire merci quand même. Mais pour une fois... Ouais.
C'est pas gagné. Allez, Philippe, on fait les scores. On fait les comptes. Alors, c'est très simple. Emmanuel, 6 points. Philippe Bilger, 6 points. Bruno Pomar, 6 points. Jean-Marc Dumoulin, Fanny. Mais pour une première, c'est normal. Ils l'ont fait exprès en même temps. Il est dépité. Il y a eu autant de questions. Emmanuel. Ah oui. Bravo. Très satisfait de mon score. Ah bah très bien, je comprends. Est-ce que vous avez pris du plaisir à jouer avec nous? Ah ben, énormément. C'était merveilleux. On me donnait des points même quand je me trompais. On pouvait dire qu'il a fait. Non, mais, il a fait 6 points. Emmanuel, il faut dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, ça culmine. J'ai jamais vécu un moment pareil. Merci Emmanuel. On vous embrasse. Merci d'avoir été un autre. Si sympa. Merci 1000 fois. Vous restez avec nous. Les amis, on vous retrouve dans un instant avec le journal Rémi André et la météo et Philippe David. Pour 3 millions d'euros, t'as plus rien. Ah ouais. D'accord, ok, très bien. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner tous les jours avec Philippe David, vous au 0826 300 300 et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va l'Institut de la Parole, Philippe Bilger? Ça va très bien. Ça parle un peu? Enfin, ça parle. Ça parle comme ça. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, remarque. Intéressant. Ouais, intéressant. Et puis, c'est-à-dire, c'est pas évident de faire parler les gens sans rien d'autre qu'eux-mêmes, en même temps qu'ils pensent. Certains auraient des difficultés sur le plan de la pensée. Bien sûr. En regardant Bruno Pomar dans les yeux. Bruno Pomar, c'est très injuste. C'est de l'indulgence, parce que je suis petit nouveau. Je vais vous dire, non mais il est terrible, parce qu'on a déjeuné ensemble il n'y a pas longtemps, il m'a interrogé pendant 1h30. Oui, il sait toute ma vie, donc il arrive à faire parler les gens, non seulement c'est un procureur très dur, il aurait pu faire un très bon flic. Faire parler les voyous. Et vous, n'importe qui est passionnant lorsqu'il parle de sa vie. Et Bruno Pomar, et vous vous êtes fait embarquer, c'est-à-dire qu'il sait tout sur vous, il a des dossiers. Parce que je suis un garçon gentil et il a réussi à m'endormir. Hein, je sais beaucoup. J'ai une question. Tu parles en dormant. En tout cas, Bruno Pomar est avec nous, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou, et Jean-Marc Dumoulin, bien sûr, maire de Villemur-sur-Tarn. On va vous faire parler, monsieur. On vous le dit. Voilà. Il est bon, hein. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300, vous laissez des messages et on a le plaisir de les écouter. Oui, bonjour, c'est Pierre de Montèche. Voilà, moi je voulais dire que M. Retailleau a raison sur sa façon de faire contre l'Algérie. Il est inadmissible quand même que des OQTF ne puissent pas être renvoyés dans leur pays. Moi je trouve ça scandaleux. Donc toutes ces personnes, il faut les renvoyer en Algérie. Et si l'Algérie n'est pas contente, on bloque les visas, que ce soit pour les diplomates et pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie et je suis de tout cœur avec M. Retailleau. Merci, voilà. Au revoir. C'est clair. Hein. Je ne peux que l'approuver sur les 2 points, de tout cœur avec Bruno Retailleau, et une solution claire et nette. Bien sûr. Mais, et surtout, tu sais, ça touche le plus, c'est la diaspora algérienne qui vient se faire soigner en France, qui nous coûte 45 millions d'euros. Tous ces gens-là, ils ne viennent plus en France, tout simplement. Il paraît que c'est un mauvais pays, donc il ne faut pas venir en France. Dont le député se préoccupait, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, évidemment. C'est un fonds de commerce, là aussi. Avant de dire qu'il faut renvoyer les gens chez eux, il faudrait aussi éviter de les laisser rentrer. Oui. Parce que le député, tout à l'heure, nous disait qu'effectivement, il y a une coopération sur la sécurité. On laisse rentrer des gens, quand même, dont l'existence est trouble. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis d'accord sur le terrorisme. Ça, c'est vrai, ça fonctionne bien, heureusement. Mais sur le reste, effectivement, c'est une catastrophe. Alors, et on vous rappelle que Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin en direct sur Sud Radio demain matin. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Vous n'auriez pas 3 millions. Vous n'auriez pas 3 millions à me passer? Oui. Mais vous, l'ensemble des vraies voix. 3 millions? Oui, parce que quand vous allez voir ce qu'on fait à Bruxelles avec, je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Très mal. Vous allez voir. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous accueillir dans les vraies voix jusqu'à 19h avec bien entendu Philippe David, ce duo de choc.
pour ce trio de choc, enfin le duo de choc, c'est nous, c'est ça? Oui, c'est bien. Même deux maires d'un coup. Trio avec Philippe Bilger, Quatuor avec Félix Mathieu qui est là tout le temps, et bien entendu notre équipe qui est derrière le micro. Quoique. Tu l'as fait Maxime, notre réalisateur, n'est pas vraiment derrière le micro puisqu'il l'utilise. C'est vrai. Voilà. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. J'ai le chiffre des nombres d'abonnés YouTube. Quand même, dis donc, on se croirait à la Sécu. Et grâce à Aurore du Web, je peux vous dire que nous avons 1 3 958 abonnés sur YouTube. C'est bien, déjà 4000 de mieux, pratiquement. C'est fou ça. Il y a ma mère dedans ou pas? Non, c'est Alors, bon. je vais revérifier, on se revoit dans un quart d'heure. C'est intéressant. Potentiellement, on a plus d'1 million de gens qui nous regardent. Ouais, absolument. Je vais me présenter à la prochaine présidentielle, moi, je crois. Et qui se disent, ah bon, il est comme ça, Bruno Pemar, en vrai? Je vais me présenter. Contre qui? 2027. Je le dis aujourd'hui. 2027, vous vous présentez? Je prendrai comme ministre de la Justice notre ami Philippe Bilger et du ministre du Rural, notre ami. Et moi? À la communication. Moi, je voudrais votre place, Bruno. À la communication de rien du tout. Non, mais moi, c'est l'intérieur ou rien, je vous le dis. Avec Jean-Marc, on fait un coup d'État. Et Philippe David. Et monsieur Philippe David. À la gastronomie française. Au vivre ensemble, au bien bouffer, au ministère. On a eu le ministère du temps libre de temps. Il y a un maire adjoint à Toulouse qui est maire adjoint au bien vivre. Et excusez-moi, monsieur Pomar, si vous donnez le ministère du bien vivre à Philippe David, il fait couler la France, je vous le dis. Financièrement, c'est un désastre. Il faudra qu'on la revende à l'étranger. Des ambitions là. C'est faux. Vous partir. Calmez-vous quand même, Tornado. On va se détendre. Allez, tout de suite. Pas Tornado. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que c'est là que se trouve le siège de la Commission européenne et que le moins qu'on puisse dire est que notre argent n'y est pas toujours dépensé à bon escient. Le dernier exemple en date, particulièrement délirant, a été dévoilé sur le compte Twitter de l'eurodéputée LR Céline Imar. Un tweet sur lequel on peut lire ceci, je cite. Dans le cadre du programme Horizon Europe pour la recherche et l'innovation, l'université d'Amsterdam a perçu 3 millions d'euros pour son programme Men for Them visant à élaborer, accrochez-vous bien, des stratégies fondées sur des données probantes pour prévenir et contrer les masculinités politiques qui vont talent contre des principes fondamentaux de l'Union européenne. Vous avez bien entendu, alors que l'Europe est à la traîne sur les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, devancée qu'elle est par les Américains et les Chinois, on a mis 3 millions d'euros de fonds destinés à la recherche et à l'innovation pour lutter contre les masculinité politique. On se demande d'ailleurs ce qui va être enseigné dans ce programme dont la description doit faire rêver Sandrine Rousseau. Allez, on imagine facilement les modules. Le premier pourrait être comment prédéconstruire un homme avant qu'il se lance en politique, suivi de bien réussir la déconstruction post-élection et conclu par comment organiser la lutte contre la reconstruction masculiniste. D'ailleurs, que sont les masculinités politiques? Ne disait-on pas, il y a plus de 40 ans, qu'Alice Saugnier-Séité était le seul homme du gouvernement Barre, à une époque où il n'y avait pratiquement pas de femmes en politique? Margaret Thatcher ne gérait-elle pas le Royaume-Uni de manière masculiniste en fermant ou privatisant tous les secteurs publics déficitaires comme les mines ou la sidérurgie? En tout cas, toute personne sensée reconnaîtra qu'elle avait plus de cojones, pour parler dans la langue de Cervantes et rester poli, que tout homme politique français des 50 dernières années. Aurait-elle dû suivre ce cursus sur la masculinité politique? Allez, pour conclure, comme disait Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Vous avez l'art de lancer des débats qui pourraient intéresser les vraies voix. Moi, j'adorerais qu'on consacrât 1 heure à la masculinité politique. C'est un sujet très intéressant et c'est sûr que Sandrine Rousseau, si elle pouvait être là, ça pourrait créer un affrontement délicieux. Ouais, physiquement, surtout. Moi, je vais rester beaucoup plus terre à terre que notre ami Philippe, parce que c'est quand même d'un niveau qui n'est pas le mien. Dire tout simplement qu'il y en a ras la casquette de ce wokisme qui nous vient des États-Unis depuis 10-15 ans. Trump, il a raison, d'ailleurs, il veut interdire, lui, carrément. Donc, il y en a ras la casquette, surtout de dépenser
dépenser notre pognon, parce que le pognon de l'Europe, c'est notre pognon, il faut rappeler. Donc déjà, on paie assez cher les députés, on paie assez cher les hauts fonctionnaires là-bas, mais en plus, on paie des projets à la con qui servent strictement à rien pour notre société. Dont on n'aura que peu de résultats, malheureusement. Ça va gaver par contre des bureaux d'études et compagnie nationaux. Je vous parlais tout à l'heure de conscience et de bonne conscience, c'est exactement le cas de figure. Je veux dire, aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va se masturber intellectuellement, si vous voulez, à trouver des réponses là où il n'y avait pas forcément de questions. Pour l'instant, on n'a pas l'armée européenne. Mais vous savez, cher Philippe, quand on met presque 200 000 euros sur des chauves-souris à Villemur-sur-Tarn, aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, à l'échelle de l'Europe, 3 millions, ça coûte pas très cher. Excusez-moi, vous avez votre problème ? C'est votre masculinité. J'arrive même pas à le dire. Masculinité. Voilà, c'est dur à porter. C'est pas facile. C'est pour ça que je pourrais jamais défendre ce dossier. J'arrive pas à le prononcer. Merci beaucoup, Philippe David. Allez tout de suite, l'info en plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une exclusivité Made in France. En cette journée mondiale du recyclage, une entreprise française a breveté un système de recyclage intégral des mégots. Oui, elle les recycle, contrairement à la plupart des autres entreprises qui les incinèrent. Dans ce petit mégot, on a quand même 4000 composants chimiques très polluants. Eh bien, Ciao Mégot en extrait 97% pour en faire des doudounes. Figurez-vous, la start-up a bien grandi d'ailleurs en 5 ans après avoir remporté quelques appels d'offres, pas mal même, obtenu un label Green Tech du ministère de la Transition écologique. Ciao Mégot compte aujourd'hui une trentaine de salariés. Elle espère même exporter sa méthode. Alors pour en parler, nous sommes justement en ligne avec l'inventeur du procédé, Julien Pack, 27 ans, ingénieur, président, fondateur de Ciao Mégot. Bonsoir Julien Pack. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans les vraies voix. C'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Bravo Julien. Alors comment ça se passe concrètement ? Vous posez des cendriers de Ciao Mégot devant des entreprises ou devant des collectivités, puis vous faites un peu votre récolte avant de les traiter avec cette méthode unique que vous avez inventée. C'est bien ça ? C'est ça exactement. En fait, on est une entreprise, mais on a 3 activités. On met en place des solutions de collecte du coup sur les entreprises et les collectivités pour pouvoir les accompagner dans leur démarche RSE. Donc on a des cendriers qui communiquent sur le recyclage. L'idée c'est de pouvoir aussi apporter une solution aux fumeurs pour l'aider à faire en sorte de jeter au bon endroit. On essaie aussi de faire de la communication pour pas les inciter à fumer plus. Oui. On a des sacs étanches après pour pouvoir récupérer les mégots sur notre site. Et là on a une unité de dépollution dans l'Oise du coup, avec une autorisation préfectorale pour recevoir ce déchet dangereux. Et on vient du coup extraire les substances toxiques du filtre, puisque le filtre comporte 4000 substances toxiques. Donc on le fait à base d'un process qui n'utilise pas d'eau et absolument toxique. On dépollue au CO2 supercritique, donc c'est assez technique. Et en fait, on récupère du CO2 de l'industrie pour dépolluer un deuxième déchet du coup qui est le mégot. Et on extrait du coup la toxicité en concentré, donc on récupère 99,7% du filtre propre, qui devient une matière première, et puis 0,3% du coup des substances toxiques de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Et du coup, l'isolant en fait devient c'est déjà de l'acétate de cellulose, donc c'est très isolant de base. Et donc on le réutilise soit pour isoler par exemple des combles de maison, et on peut faire des plaques après plus ou moins épaisses qu'on va pouvoir utiliser soit dans le rembourrage textile, aussi bizarre que ça puisse paraître, et on va même pouvoir faire des plaques plus épaisses pour tout ce qui est isolation acoustique ou thermique par exemple. Eh ben écoutez, moi j'adore, je vous le dis. Écologie pratique. Ces idées françaises, c'est français, je les kiffe. Vous avez créé ça quand exactement ? Alors c'était mon stage de fin d'études il y a 4 ans. Aujourd'hui on est devenu une entreprise, donc on a investi 5 millions d'euros là sur un site industriel. Donc on a généré à Beauvais du coup dans l'Oise. Dans l'Oise, génial. On a généré du chiffre d'affaires du coup en vendant des cendriers et des prestations de traitement auprès des collectivités et des entreprises pour pas dépendre que de subventions, pour avoir aussi un modèle économique viable et pouvoir du coup aller supporter les coûts liés à la dépollution, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'aide. D'ailleurs, c'est un peu notre combat, c'est de pouvoir aussi à terme bénéficier d'aide, par exemple, des éco-organismes pour participer aussi au traitement et ensuite pouvoir revendre la matière pour ressortir un matériau isolant. Et ben voilà, Julien Pack, président, fondateur de Ciao Mégot. On a deux maires autour de cette table. Oui, je voulais juste vous dire que c'est la fin. Vous savez, pollueur-payeur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui interviennent sur des collectivités ou à certains endroits en faisant payer des gros groupes pétroliers. Je suis quand même assez surpris aujourd'hui que tous ces majors quand même qui intoxiquent la vie des gens et qui contribuent effectivement à... Très court. Je coupe. Donc ça y est.
Non, mais qui continue. Il faut aller peut-être acter une démarche vers les. Il faut travailler avec Julien Pac surtout. Oui. Voilà, président fondateur de Ciao Mégo. Merci beaucoup et félicitations. C'était pas fumeux en plus. Et ça se consomme sans modération, bien entendu. C'est super, c'est génial. C'est génial, bravo. Moi, je suis fan, je suis archi fan. Merci pour cette trouvaille, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. On va parler de Bruno Retailleau, mais sur un autre registre que tout à l'heure. D'accord, c'est votre pote, hein, Bruno Retailleau. Je rappelle, il sera demain matin chez Jean-Jacques Bourdin. Alors, j'avais deux sujets, moi, mais enfin, la loi sur Darmanin concernant la loi qui a été amenée au Sénat sur le narcotrafic et ce que veut faire Darmanin. Qui va être un peu détricoté d'ailleurs. Moi, je voulais parler effectivement de la prise d'otage et des chantages que font les associations environnementales aujourd'hui sur l'État et donc sur les collectivités en deuxième ressac. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme tous les jours à 18h27, on fait la même chose. Mais c'est toujours différent, c'est ça qui est bien. Ah bah oui, c'est la même chose, mais c'est pas... Voilà, parce que tout le monde dodeline de la tête derrière la console en faisant dis donc, si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de le dire. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous et on est très content de l'avoir. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Autre maire, Bruno Pomar. Bonsoir Bruno Pomar. Bonsoir Madame Cécile de Ménibus. On est très heureux de vous accueillir, bien entendu, avec Philippe David. C'est un véritable bonheur surtout et tous les jours j'apprends face à Philippe Bilger. Non, n'exagérez pas non plus. Ça commence à se voir, Bruno Pomar. Le président, vous nous considérez de haut. À ce niveau de flatterie, ça va loin. Oui. Non, mais j'adore. Il le sait. Et nous, non. Nous, on s'en fout, non. Non, mais je vous connais plus. Mais Philippe Bilger est pour moi une espèce de le maître des mots, le maître Capello, ce que je dis la dernière fois. C'est pas au Capello, laissez tomber. Mais... Allez, tout de suite, le tour de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous, là. Vous avez deux méthodes de pompage. Ah, d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table. De l'actualité. Ça sent le dérapage. Non, j'expliquais le fonctionnement d'une pompe à chaleur, Cécile. Bien sûr. C'est ce que vous voulez, Philippe. Il n'y a aucun problème. C'est toujours des mots. Philippe Bilger, première riposte de Bruno Retailleau contre l'Algérie. Des agents diplomatiques ne seront donc plus exemptés de visa. Quand j'ai appris cette nouvelle hier soir, j'étais très heureux politiquement. Et puis après, on m'a indiqué que ça n'était pas complètement sûr, qu'il fallait attendre que ce soit validé. Et le problème de Bruno Retailleau à l'heure actuelle, c'est qu'il a sa fonction de ministre de l'Intérieur qui exige énormément de travail, qu'il le soir, la nuit, va dans les manifestations pour la présidence des Républicains et que par ailleurs, il a un concurrent, Laurent Wauquiez, qui ne cherche qu'à lui briser des crosses en permanence, notamment dans un entretien aux Parisiens où on voit clairement que Laurent Wauquiez considère que c'est à lui d'organiser le futur des Républicains. Lui, il aurait le double grand rôle, président des Républicains et futur président en 2027, tandis que Bruno Retailleau sera un auxiliaire. Non, il faut qu'il apprenne, et j'en suis ravi pour Bruno Retailleau, que celui-ci est à égalité avec Laurent Wauquiez et qu'au fond, c'est lui qui a redressé la droite depuis quelques mois. Bruno Pomar, pour parler d'un autre Bruno. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Philippe. Oui, effectivement, il y a un Bruno Retailleau qui s'est très droitisé, il faut le dire, pour aller chasser aussi. Il a toujours été. Oui, tu as raison, mais quand même encore un peu plus. Et pour prendre évidemment des voix sur le RN, ça c'est une chose certaine. Maintenant, est-ce qu'il va tenir sur la distance? Parce que mener le ministère intérieur et ce qui se passe actuellement avec l'Algérie n'est pas simple. Essayer d'avoir la tête des LR face à Wauquiez, qui a aussi il y a pas mal de monde derrière. Son directeur de cabinet, je crois, à Retailleau, c'est Othman Nasrou, qui s'occupe de. Bon. Mais Wauquiez à l'appareil du parti. Et c'est ça. Donc ça va être un peu compliqué. Donc il a beaucoup de challenges à relever, Retailleau, et j'espère qu'il va pas se planter. Jean-Marc Dumoulin.
Un avis, enfin je sais pas, moi j'ai 2 exemples dans la vie de président de la République qui n'avait pas de parti, qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing et puis Emmanuel Macron. Ah, il avait les Républicains indépendants, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'était quand même anecdotique, enfin il faut pas être méchant. C'était pas le plus gros parti, mais il avait un parti. Il a su créer des réseaux et effectivement exister. Après Retailleau, c'est pas non plus un perdreau de l'année, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, je pense qu'avec Fillon, il avait quand même marqué aussi ses positionnements et effectivement cette droitisation, si vous voulez, de rigueur qu'il porte. Absolument. Jean-Marc Dumoulin, puisque vous avez la parole, les lobbies des associations environnementales, chantage et prise d'otage, vous dites. Ah oui, c'est devenu complètement dramatique. J'avais l'occasion de m'exprimer chez vous déjà. Dans les vraies voies responsables. Oui, avec ce problème qu'on a sur des chauves-souris, effectivement. L'État qui nous subventionne à 570 000 € pour vendre un site. Quelqu'un dans un bureau à la préfecture, soutenu par les associations, qui nous fait payer 50 000 € pour trouver une solution, enfin pour empêcher un projet alors qu'on avait trouvé une solution. Et aujourd'hui, effectivement, on me redemande, cette même association environnementale, 150 000 €. Donc 200 000 € pour des chauves-souris, c'est dramatique. On a le même problème à Agen. Jean Dionis, il a exactement le même problème. Il voulait fournir de l'eau chaude résiduelle pour les HLM. Eh ben, il a trouvé des chauves-souris, donc le projet est mort. Et puis, on va pas parler de la 69, parce que là, à chaque fois qu'il y a une décision politique, un enclenchement quand même de projet qui coûte un pognon fou, avec des utilités publiques, certainement. Si elles n'y étaient pas, il fallait pas laisser faire. Et ben voilà, les lobbies, aujourd'hui, sont plus forts que la majorité silencieuse. Qu'est-ce que vous feriez, Jean-Marc, si vous aviez une première mesure à prendre contre ces dérives et ces choses aberrantes ? Ah ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez... Enfin, la loi n'existe plus en France. C'est la jurisprudence qui existe. Pardonnez-moi, monsieur le procureur. Et donc, à partir de là, on ne sait plus se caler sur quelle réalité. C'est là le vrai problème aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois qu'on va émettre quelque chose ou avancer quelque chose, poum, on va vous le détricoter en deux temps, 3 mouvements. Moi, opposer aujourd'hui des papillons bleus avec de l'alimentation en eau potable, je sais pas faire, moi, ça me scandalise. Opposer, effectivement, un projet à 31 millions avec 350 emplois à la clé, parce qu'il y a 150 chauves-souris qui viennent là, ça me semble complètement. Après, il faut concilier. Je suis d'accord qu'il faut concilier, mais enfin, pas aux dépens de. Vous savez, on reprend le débat de tout à l'heure de la culpabilité et de la culpabilisation. Ce qui est important de rappeler, c'est que ces chauves-souris, elles n'étaient pas là à la base. Elles sont arrivées plus tard. Elles sont arrivées suite à un incendie. C'est un autre paradigme. Non, mais je crois qu'on a laissé trop faire tout un tas d'associations. Moi, je vois chez moi, c'est pareil avec Natura 2000 et compagnie. Tu peux plus rien faire. Dès que tu bouges quelque chose, on te dit il y a la Gipette Barbu qui est là, tu peux pas toucher parce que voilà. Alors qu'il y a un intérêt économique important à développer des choses. On le voit avec l'affaire de l'autoroute où tout le monde est d'accord, tous les élus sont d'accord, et ça fait des milliers d'emplois démontés, je dirais, à cause d'associations qui ont eu un pouvoir même vis-à-vis de l'administration centrale, des préfectures et tout. J'ai l'impression que tout le monde a peur des associations. Il faut arrêter de déconner. À un moment donné, il faut que la loi passe et quand c'est décidé, quand le projet est voté, eh ben oui. C'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Pourquoi, à votre avis, l'écologie domine l'économique ? Par un lobbying hyper puissant. Alors là, bien sûr, il y a un lobby. Mais oui. Tu parlais tout le monde a peur. Les politiques aussi. Les attributs de Madame Thatcher, c'est ça ? Non, mais parce que voilà. Le problème, c'est qu'on n'a plus de décideurs, on n'a plus d'orienteurs. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce sujet parce que tu parles de développement économique. Moi, j'en suis même plus là. Moi, c'est de la sécurité au public, parce que je ne peux plus entretenir ce site, que les gens viennent en infraction, peuvent se tuer, et je nommerai les responsables. Je ne veux pas assumer cette responsabilité-là. Merci beaucoup Jean-Marc Dumoulin. Et Bruno Pomar, la proposition de loi au Sénat sur les prisons ultra sécurisées. Et donc on sait qu'effectivement, en ce moment, entre Retailleau et Darmanin, c'est la montée, l'offensive totale sur ces sujets-là. Je crois que d'abord, Gérald Darmanin a raison de mettre en place ce qu'il veut, c'est ces centrales de haute sécurité, un peu comme on avait à Clairvaux il y a quelques dizaines d'années en arrière. Des centrales hyper sécurisées où on va mettre le pire du pire. C'est-à-dire des gens qui ont... Enfin, moi, en termes d'humanité, je m'en fous complètement de ces gens-là. C'est des gens qui tuent, c'est des gens qui tuent avec la drogue et qui tuent avec des armes. Donc, aucune indulgence vis-à-vis d'eux. En fait, quand on entend certains journalistes qui se préoccupent plus de ceux qui seront incarcérés, qui sont très dangereux, que ceux qui ont subi. Bien sûr. En fait. Et puis là, tu vas voir la France Insoumise qui va monter au créneau, une certaine partie de la gauche, mais la France Insoumise, évidemment, c'est leur fonds de commerce et les voyous, donc automatiquement, ils vont les défendre coûte que coûte. Mais c'est quand même fou qu'on est en train de détricoter des choses qui sont tellement évidentes. Contrôler la téléphonie,
tout le cryptage, etc. Mais c'est le b.a.-ba, quoi. Je veux dire, franchement, je comprends pas. Et quand tu vois la liste de choses qui ont été mises en place, un peu ce qui a été fait après l'affaire Falcone en Italie, qui a permis de faire avancer la justice et considérablement casser le narcotrafic et autres, ben on se dit qu'en France, encore une fois, on va avoir des difficultés pour répondre à cette nécessité évidente, parce qu'on voit ce que donne un narcotrafic actuellement en France et partout en Europe. Moi, j'ai été effaré. Totalement raison, pardon, monsieur l'animateur. Merci, monsieur le procureur. Vous avez raison, tout le monde voulait qu'on règle le problème des narcotrafiquants. Il le fait, et l'Assemblée nationale, dans la commission, a enlevé tout ce qui rendait cette loi efficace. J'ai été effaré sur une émission de service public. Laurent Nunez a été interviewé, il lui dit, mais vous savez que ces prisons posent des problèmes psychologiques aux détenus. Il dit, moi, le but, c'est pas les problèmes psychologiques des détenus, c'est empêcher qu'ils puissent gérer leur trafic de leur prison. Je vous jure que c'est vrai. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une logique de déni incroyable. Enfin... Très court. Très court. Donc l'Assemblée nationale, elle est faite comme ça. Il y a des gens qui ont dit on a besoin de sécurité aussi, on a besoin de se sentir bien aussi, on a besoin de plus avoir peur pour nos enfants aussi. Donc quel est le moyen certainement de rééducation, certes, mais d'enfermement des gens Ligue des droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme et compagnie, tout le monde va se mettre là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix avec François Bayrou sous pression. Gérald Darmanin s'interroge sur son avenir au gouvernement. Alors parlons vrai. Est-ce que la divergence des positions entre les membres du gouvernement est tenable? Et à cette question, port du voile dans les enceintes sportives, divergence au sein du gouvernement, Darmanin a-t-il raison de mettre sa démission à la balance? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Michel Savin est avec nous, sénateur LR de l'Isère et auteur de la proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. Monsieur le sénateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Question courte, réponse courte. Édouard Philippe a dit l'interdiction du voile dans le sport serait contraire à la laïcité. Vous en pensez quoi? Non, absolument pas. Sur la proposition de loi qui a été votée au Sénat, elle part d'une volonté des fédérations d'harmoniser les règles sur l'ensemble des terrains où sont pratiquées les compétitions sportives, et ça remet pas. Au contraire, c'est un sujet qui doit permettre à toutes les hommes et les femmes de pouvoir pratiquer un sport, quelle que soit sa religion ou son appartenance politique. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. 0826 300 300, bienvenue, les vraies voix jusqu'à Sud Radio bien sûr, mais jusqu'à 19h surtout. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec un tour de table très généreux aujourd'hui. Philippe Bilger, Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Belleflou, et Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Jean-Marc Dumoulin, on valide ou pas? Moi, je lève la main, je valide. On valide. Allez, vous êtes validé, c'est bon. C'est 500 000 $. 500 000 $. Ça va, c'est pas cher. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 4 ministres, je vous le disais, ont été convoqués à Matignon. Des équipes refusent de serrer la main aux femmes arbitres. Des joueuses militent pour porter le voile et obtiennent des certificats médicaux pour le faire. Des clubs imposent des horaires genrés dans des établissements publics. Des vestiaires se transforment en salles de prière. Et vous, Madame la Ministre, vous faites l'autruche. Je ne suis pas naïve, il y a aussi des situations où il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable, mais est-ce que l'entrisme se résume au port du voile? Je vous le redis, la réponse est non. Mais il faut interdire le voile dans les compétitions sportives. C'est une évidence. Moi, je regrette que la ministre des Sports, que la ministre de l'Éducation nationale ne soutiennent pas plus cette autorité républicaine. Le port du voile dans les compétitions sportives, c'est pas la tradition française. Malheureusement, je crains que ce soit de l'entrisme et qu'il y a beaucoup de naïveté dans certains de nos dirigeants politiques. Réunion de crise autour de François Bayrou en milieu de journée. Le ministre de la Justice menacerait de quitter le gouvernement. Gérald Darmanin défend l'interdiction du voile dans les compétitions sportives, contrairement à ses collègues du sport ou de l'éducation, Marie Barsac et Elisabeth Borne. Alors parlons vrai. Est-ce que l'entrisme religieux est aujourd'hui symbolisé par le voile dans le sport? Et à cette question, port du voile dans les enceintes sportives, divergence au sein du gouvernement, Darmanin a-t-il raison de mettre sa démission à la balance? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec notre invité aujourd'hui, Michel Savin, sénateur LR de l'Isère et auteur de la proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux dans la compétition sportive. Monsieur le sénateur, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors, j'ai écouté monsieur le sénateur il y a quelques instants et je le rejoins absolument sur ce qu'il va proposer, ce qu'il a proposé.
totalement logique de tolérer parfois au sein du gouvernement un pluralisme de la part des ministres confrontés à leur liberté, à leur responsabilité, dès lors que leur liberté ne porte pas atteinte à des points fondamentaux. Mais le port du voile dans les manifestations sportives est bien au-delà du sujet sportif. Il est fondamental et au sein du gouvernement, on ne pourrait pas admettre que d'autres voix viennent s'opposer à ce que monsieur le sénateur déclarera tout à l'heure. Et donc, je comprends totalement Gérald Darmanin, qui est un très bon garde des Sceaux, lorsqu'il met dans la balance sa démission, pardonnez-moi, et peut-être aussi son excellente définition par rapport à Elisabeth Borne et à la ministre des Sports. Elisabeth Borne, s'il y avait un arbitrage à faire entre les deux ministres, j'espère que le Premier ministre fera le bon. Il est évident à mon avis. Bruno Pomar. Laïcité partout et à tout prix, moi je dis point final, et on arrête de discuter sur ces sujets-là parce que ça devient insupportable. Darmanin a raison d'être très arrêté sur ce sujet-là, mais ça démontre en même temps que ce gouvernement est fait de briques et de broc, excusez-moi. Et ça veut dire que d'un côté vous avez Borne qui est à gauche-gauche, la ministre des Sports qui est à gauche-gauche, et Darmanin qui est à droite. Enfin, les deux positions sont là et sont très explicites quand on voit ce qui se passe actuellement. Il y a un gouvernement, on pense avoir un gouvernement uni à travers cette définition même qui est la laïcité. Et on voit ce qui se passe, mais c'est quand même, c'est hallucinant, quoi. Jean-Marc Dumoulin. Oui, écoutez, moi, de là à poser une démission Darmanin, le ministre Darmanin, je pense que c'est un peu excessif quand même. Il y a quand même des vrais gros sujets aussi aujourd'hui qui nous attachent. Simplement, aujourd'hui, moi, ce qui m'effraie, je le redis encore une fois, c'est qu'on a des interventions des uns et des autres, et après on a des réactions des gens concernés. Ou pas de réaction des gens concernés. Donc ça démontre aussi, et ça en surajoute à la cacophonie ambiante, un clivage encore plus marqué entre ceux qui seront pour, ceux qui seront contre, au lieu d'avoir effectivement une voix un peu pas uniforme, hein, mais modulée, je dirais, et qui permettent effectivement de trouver la stratégie à adopter dans ce cas-là. Surtout au sein d'un gouvernement, parce qu'on est à l'Assemblée nationale encore, ça va, et on voit bien le Bordelica, mais au gouvernement, ça pose question. Michel Savin, vous êtes sénateur LR de l'Isère et auteur de la proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point clé de l'entrisme religieux, les clubs sportifs ? Oui, tout à fait. Vous savez, lorsque j'ai travaillé sur cette proposition de loi, je me suis basé sur beaucoup de rapports et sur les travaux, notamment les travaux du service central de renseignement national, qui surveille le monde sportif et qui nous a fait remonter des problématiques aussi bien dans le cadre de port de signes religieux dans la pratique que sur le fait qu'on voyait se développer aussi des prières dans les équipements sportifs au moment des compétitions, soit dans les vestiaires, soit sur les terrains. Et donc, tous ces phénomènes qui sont en train d'augmenter mériter qu'on s'y penche dessus rapidement pour éviter que ça prenne une trop grande proportion. Donc, cette proposition de loi qui a été votée au Sénat avec l'appui du gouvernement, c'était François-Noël Buffet qui représentait le gouvernement au moment où le texte a été débattu. Le gouvernement a soutenu ce texte. Il est attendu par les fédérations, il est attendu par les acteurs du sport qui tous les jours sont confrontés à ces problématiques. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le sénateur, de l'argument qu'on oppose souvent à la position très lucide que vous avez, en disant si on interdit le voile dans les enceintes sportives, dans les manifestations, il y a des femmes qui ne pourront plus faire de sport? Tout d'abord, je tiens à préciser que la proposition de loi qui a été votée au Sénat concerne la pratique du sport au moment des compétitions sportives qui sont organisées par une fédération française qui est une délégation de service public. Donc, les choses sont bien encadrées. D'autre part, ça n'empêche pas, après, toute personne qui veut pratiquer librement du sport d'avoir, ça c'est dans la sphère privée. Là, on est bien sur la sphère d'une fédération française de sport qui a un agrément. Et lorsqu'on est sur un terrain de sport, on porte un maillot qui représente un club, une ville, un territoire ou un pays. Lorsqu'on est en équipe de France, c'est pas là pour porter sa religion ou son appartenance politique. Concernant les femmes, et notamment ceux qui prétendent que ce texte interdirait à certaines femmes de pratiquer une activité sportive, je rappelle quand même que
que rien ne les empêche, et au contraire, aujourd'hui, c'est un signe beaucoup volontaire d'apporter, parce qu'on voit qu'il y a des clubs communautaires qui sont en train de se développer, que certaines femmes, dans certains quartiers ou dans certaines villes, se retrouvent sous la pression des quartiers, de la famille, de l'entourage, pour porter un signe religieux dans la pratique du sport. Et ça va aussi permettre à ces femmes de pouvoir s'émanciper et pouvoir pratiquer le sport en toute liberté. Non mais vous avez tout à fait raison. Il y a cet entrisme de la religion musulmane à tout prix, manipulé par les frères musulmans, etc. Tous les services de renseignement, tout le monde le dit, donc c'est pas une invention, hein, c'est la vérité. Et on ne voyait pas ça il y a 20 ans en arrière, bon, c'est tout. Refaisons un focus vers dans les années 90, 2000, 2010, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a ça, on veut nous imposer ça totalement. En 2012, le sujet était déjà sur la table. Oui, mais on ne le voyait pas encore. Tu vois, on le voyait dans les quartiers, peut-être commencer à voir des gens, des femmes avec le voile et autres. Mais c'est, encore une fois, on parle de la laïcité. Voilà, la définition, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ou à ce moment-là, on laisse tout faire et puis ça va. Le monde va partir. Mais monsieur le sénateur, quand Édouard Philippe dit que ça va à l'encontre de la laïcité, en tout cas d'interdire le voile, comment c'est possible en fait ? Non, moi je ne partage pas ça. On voit bien que les actions qui sont menées, notamment par des groupes, des fois de femmes, sont des actions qui sont délibérément provocatrices. Elles ne visent qu'à diviser, à polariser les opinions, à obliger chacun à prendre parti dans un conflit qui est aux antipodes de la pratique sportive, encore une fois. Il est bon de rapidement apporter une réponse, et moi j'espère que par rapport à l'épisode qui vient de se passer, ces 48 dernières heures, avec des prises de position incompréhensibles de certains ministres, notamment de la ministre des Sports, de la ministre de l'Éducation nationale. Heureusement que d'autres voix se sont élevées, notamment celle de Bruno Retailleau, d'Aurore Berger et de Gérald Darmanin, qui eux ont pris la parole pour soutenir ce texte. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une vraie perte de temps avec cette polémique. Et pendant ce temps, ça profite à ceux qui voudraient mettre la religion au-dessus des lois de la République. Jean-Marc Dumoulin. Pardon. Non, moi je voulais juste se dire que l'on analyse des conséquences là, effectivement, et c'est dramatique. Et je suis exactement de votre avis sur cette espèce de neutralité qu'on devrait avoir dans l'exercice du sport. Enfin, bon, il peut déborder quelque peu. Mais je crois que la vraie cause, c'est quand même qu'aujourd'hui, le statut aujourd'hui d'animateur associatif ou de président de club, ce sont des métiers, enfin des fonctions qui sont complètement usantes, sur lesquelles il y a eu des démissions en pagaille de tout un tas de nos concitoyens. Et effectivement, dès que la nature voit du vide, on laisse rentrer quelqu'un. Et donc, comme effectivement la médiatisation ou l'ultramédiatisation de certains sports incite effectivement, malheureusement, à jouer une carte un petit peu communautariste. Mais monsieur le sénateur, je trouve que Édouard Philippe a une position quand même très ambiguë sur son intervention. Je dis Édouard Philippe a une position très ambiguë sur sa position. Oui. Merci. Bon, écoutez, chacun prend la position qui est la sienne. Je suis là pour essayer de répondre à une problématique qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire français. Je pense aussi que il faut être très vigilant par rapport à ce qui se passe, qui sont à l'opposé des objectifs qui sont les nôtres. Et c'est des actes qui sont portés par des architectes du séparatisme religieux et du prosélytisme. Voilà, c'est ça la réalité. Merci. Et pour eux, ils ont une volonté de grignoter méticuleusement du terrain, d'éprouver en permanence les limites de nos principes républicains. Il faut qu'on ait une réponse rapide et claire. Merci beaucoup Michel Savin, sénateur LR de l'Isère et auteur de la proposition de loi sur l'interdiction des signes religieux dans la compétition sportive. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup et bravo Jean-Marc Dumoulin pour cette première ici. Merci, bravo Jean-Marc Dumoulin. Et merci beaucoup Bruno Pomar, vous restez avec nous.